Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à votre bulletin Info-Témis du 17 janvier 2023. Ici Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Il me fait plaisir d'être avec vous pour vous informer de l'actualité témiscamienne. Cette semaine à Info-Témis, une entrevue avec la préfète élue du Témiscamingue, Claire Bolduc, rencontre avec le maire de Moffett, Alexandre Binette, et Chantier Chibougamau conclut une entente avec Produits forestiers Green First. Lors de l'entrevue que nous a accordée Mme Bolduc, nous revenons sur les grands dossiers qui ont marqué 2022 au Témiscamingue. Nous décortiquons le budget pour 2023 de la MRC de Témiscamingue. Nous abordons les priorités de la MRC pour l'année à venir et plusieurs autres sujets importants pour la région sont discutés avec la préfète du Témiscamingue. Place à l'entrevue avec Claire Bolduc. Donc, avec grand plaisir que j'accueille Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Claire, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Prudhomme. Bonjour. Claire, j'aimerais peut-être commencer par un petit retour sur 2022. Quels ont été les points forts, les bons coups et les grands dossiers de la MRC dans la dernière année, Claire? 2022 a été marqué, c'est Onimiki qui a été notre très grand dossier. C'est aussi le retour à un fonctionnement à peu près normal, c'est vrai pour tout le monde, mais ça a été marqué par le suivi de nos dossiers également. On a fait des avancées assez importantes au niveau du dossier Onimiki. On a créé la société en commandite. Elle est active sur la poursuite du dossier, sur la constitution du projet et la poursuite du dossier. On a été aussi très actifs dans nos pôles d'excellence. Tourisme, aventure, nature, les énergies renouvelables, bien entendu. Le soutien qu'on a accordé au RAID Aventure, qui va se réaliser en 2023. Et on a été également très actifs au niveau des agricultures innovantes. Je suis porte-parole, présidente d'honneur de la Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour la grande campagne. Et un des projets retenus dans la grande campagne de financement de la Fondation, c'est le déploiement des grandes cultures biologiques à partir de notre centre de l'unité de recherche à Notre-Dame-du-Nord. On travaille aussi à développer, déployer de la formation dans cette unité de recherche-là qui pourrait devenir un campus. Alors, on a plusieurs réalisations en 2022. Je dirais que le travail se continue. On reste présent dans tout ce qui demande une intervention sur le long terme. L'attractivité est un bel exemple de ça. On a déployer des moyens financiers, une stratégie des moyens financiers très conséquents depuis 2019 en attractivité et en promotion du territoire. Alors, à chaque année, il faut réinventer la formule. On ne peut pas toujours faire la même chose parce que sinon, les gens s'y habituent. Alors, dans le contexte, dans les grands dossiers, je dirais, on est très cohérent dans les orientations qu'on s'est données depuis 2017-2018. Et on maintient le cap sur plusieurs de ces enjeux-là. Claire, justement, parmi toutes ces réalisations-là et ces accomplissements, lequel dont vous êtes le plus fier? Clairement, l'avancement du projet Onimiki, c'est quelque chose dont on est très fier. Mais le fait qu'un projet issu de notre territoire, les grandes cultures biologiques, projet de recherche, mais aussi projet de déploiement auprès des producteurs agricoles et tout ça, ait rejoint une instance régionale, que ce projet-là soit appuyé par l'ensemble des MRC de la région, je pense qu'on donne le ton et on est très content de ça. Sur d'autres aspects, la stratégie d'attractivité, c'est aussi une avancée très importante. La promotion qu'on fait du territoire, l'accompagnement qu'on fait également, notamment en matière de promotion touristique, entre autres pour que notre propre monde s'approprie les installations touristiques qui sont présentes sur le territoire. On accorde un rabais. En fait, les gens payent la moitié du frais et l'autre moitié, elle est assumée par la MRC auprès des différents lieux touristiques pour permettre aux gens de mieux connaître leur territoire, leur histoire, leurs attraits, pour mieux en parler. Après, c'est nos meilleures cartes de visite. Alors, dans tout ça, plusieurs éléments. On percole ailleurs dans la région et actuellement au Québec. Alors, ce sont des choses dont je suis particulièrement fière. Puis, un dernier élément, je présidais le congrès provincial de la Fédération québécoise des municipalités l'automne dernier. C'est une organisation d'envergure. C'est le plus gros
congrès municipal au Canada de cette nature-là. Alors, ça aussi, c'est une belle fierté. Wow, bravo, Claire. Oui. Et peut-être pour 2023, quelles sont les priorités de la MRC, de l'Haut-Témiscamingue et les enjeux qui seront primordiaux pour l'année à venir, Claire? Bien, il y a, comme je disais, on travaille beaucoup sur le long terme. Il y a des choses qui demandent qu'on soit persistant et très cohérent, qu'on continue et qu'on ne baisse pas les bras. Alors, promotion du territoire, le travail sur Onimiki, le travail sur tout ce qui concerne les matières résiduelles et le projet d'incinérateur, on persiste, on continue dans ces dossiers-là. Mais il a été identifié depuis 2 ans que l'accès au logement, le transport collectif et les services de proximité sont des enjeux marquants pour notre territoire. On le voit partout au Québec. Ce n'est pas un enjeu unique au Témiscamingue, mais c'est partout au Québec. Mais ici, on doit apporter des solutions qui nous sont propres, qui nous ressemblent et qui vont permettre, dans le contexte témiscamien, que le logement devienne plus disponible, que le transport collectif soit mieux accessible et que les services de proximité puissent se déployer. Il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place, mais on doit vraiment trouver les formules du Témiscamingue pour ce faire. On a un comité qui se penche sur le logement et le transport. On a des comités qui se penchent sur le développement économique, et sur le développement agricole également. Il y a des plans de travail qui sont à se dessiner. Alors, on est actif sur notre développement économique, mais surtout sur le développement des milieux de vie. C'est notre priorité. D'ailleurs, la dernière réunion du mois de décembre, le Conseil de la MRC a adopté sa politique pour le soutien des projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie. Alors, le fait qu'on appelle ça pas des projets de développement économique, mais des projets structurants pour des milieux de vie, ça donne le ton sur la vision que porte la MRC, de l'importance. Dans une vie antérieure, j'ai appris que si tu fais du développement économique sans t'occuper des milieux de vie, ton développement économique ne sera pas permanent, il ne sera pas persistant, puis il ne durera pas. Si tu t'occupes de développer des milieux de vie, le développement économique va s'y installer parce que le milieu va être attractif et ça va être un développement durable, un développement plus cohérent, plus conséquent, qui va durer dans le temps. Alors, on travaille sur tous les aspects du milieu de vie qu'on a au Témiscamingue. Donc, une grosse année 2023 en perspective. Ça a commencé en Lyon, en tout cas. Cette année-là, on commence en Lyon, vraiment. Claire, on va en parler plus particulièrement. Tu as glissé un mot sur plusieurs sujets dont je voulais discuter avec toi. Si on parle de l'attractivité, on sait que dans les dernières années, la MRC a mis beaucoup d'efforts pour attirer des nouveaux arrivants, des nouveaux Témiscamiens, comme on aime les appeler. Est-ce que ces stratégies-là, peut-être nous expliquer comment elles ont été développées, comment elles ont été déployées et est-ce qu'elles portent fruit jusqu'à maintenant, Claire? Je vais répondre à la dernière question en premier. Oui, ça porte fruit. Ne serait-ce que parce qu'on connaît maintenant le Témiscamingue. Oui, ça porte fruit. La stratégie d'attractivité, elle venait d'un constat identifié par les gens qui travaillent à la planification stratégique du Témiscamingue, que la population du Témiscamingue diminuait constamment et qu'on perdait de la main-d'œuvre active. Dans ce constat-là, il fallait poser des gestes conséquents. Et le premier constat, c'est si on n'est pas connu, on ne peut pas représenter un choix pour de nouvelles populations. Et même pour les gens qui sont originaires d'ici, qui quittent le territoire pour des études supérieures, est-ce qu'ils ont envie de revenir ensuite? Alors, nous, on s'est mis à travailler sur cette notoriété-là du territoire. Alors, à la troisième et dernière question, voilà, oui, ça porte fruit. Et on le voit dans le solde migratoire ou dans l'évolution de la population, l'évolution démographique de la population. La MRC de Témiscamingue est la seule MRC de la région qui connaît une évolution positive. On ne parle pas de milliers de personnes, mais déjà qu'on ne soit plus en train de perdre des populations, mais qu'on en gagne, c'est déjà un avantage. Et on est la seule MRC de la région qui a ce solde migratoire-là ou le solde démographique qui est positif. Maintenant, c'était à partir d'un constat que le coup de barre a voulu se donner. La MRC, évidemment, y a investi énormément de sommes. On y a mis des moyens conséquents. Depuis que le travail est commencé en 2018, je dirais que c'est au-delà d'1 million de dollars qu'on investit dans cette stratégie-là.
quand on regarde ce qui s'est fait ailleurs, c'est pas beaucoup. Je vais donner comme exemple la Gaspésie que tout le monde connaît. La Gaspésie investit à coût de millions de dollars annuellement pendant 25 ans avant de constater vraiment des résultats tangibles, très concrets et qui sont durables, là, qui sont appuyés, qui continuent de s'améliorer. C'est des sommes énormes, c'est des moyens incroyables et ils ont consenti à l'investir. Alors, on commence à investir. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est quelque chose qu'on doit vraiment orienter pour les 10, 15, 20 prochaines années et plus. Mais il faut maintenir la cadence. Alors, il y a eu un constat, il y a des moyens qui ont été mis en place pour répondre à ce constat-là. Oui, ça donne des résultats. Est-ce qu'on va intensifier les sommes qu'on investit, les moyens qu'on y met? C'est possible. Actuellement, le budget prévoit un peu plus de 200 000 $ d'investissement pour la promotion du territoire. On comprend, la Gaspésie, ce n'était pas un territoire de MRC, c'est une région. Alors, on comprend que la MRC de Témiscamingue, avec ces investissements-là, c'est cette volonté-là qu'elle a de se faire connaître et reconnaître, ça donne des résultats. Maintenant, il faut maintenir le cap, il faut vraiment maintenir le cap et se montrer inventif. À cet égard-là, on bénéficie d'une équipe vraiment, vraiment dynamique. Là. Les gens de la MRC, nos employés, Lisandre notamment, Lynn Gironne, qui sont attachés à ce dossier-là, ils mettent énormément d'énergie et ça paraît, ça donne des résultats. Exact. Et est-ce qu'il y a moyen de quantifier, de chiffrer ça? Est-ce qu'on a une idée justement du nombre de nouveaux arrivants qu'on a accueillis dans les dernières années? Est-ce que c'est chiffrable? Est-ce que c'est quantifiable, Claire? C'est quantifiable. Le nombre de nouveaux... En fait, c'est l'évolution démographique. Mais l'évolution démographique tient compte des décès, des naissances, des nouvelles arrivées. C'est quantifiable. On peut penser qu'il y a près de 300 nouveaux Témiscamiens et Témiscamiennes. Maintenant, le solde démographique ne traduit pas 300, plus 300. Le solde démographique va plutôt traduire l'ensemble des mouvements démographiques. Là. Alors, mais on partait de 15 984 personnes. On est rendu à 16 232. Et ça, c'est les chiffres de l'automne dernier. Là. Dans le contexte, on pense que le chiffre est moins important que le geste qu'on a posé, que la volonté qu'on a exprimée et que les moyens qu'on met en place qui sont conséquents à cette volonté-là donnent des résultats. Donc, on est sur la bonne voie, c'est des bonnes nouvelles, Claire, que tu nous annonces aujourd'hui? Bien, c'est des bonnes nouvelles, mais il faut bien capter le message. C'est pas parce qu'on le fait une fois que ça va marcher sur le long terme. Alors, il faut maintenir la cadence et maintenir nos interventions et nos volontés d'agir. Sur ce plan-là, je souligne et je salue le Conseil de la MRC qui porte cette vision-là et cette volonté-là. Wow. Claire, tu vas nous attarder maintenant pour le dossier du transport collectif. On sait au Témiscamingue, notre population est vieillissante. Il y a un seul taxi qui est en vigueur seulement 2 jours. On n'a pas de transport collectif, là, un autobus de ville comme on le connaît dans les grands centres. Qu'est-ce qu'on peut faire, là, Claire, là, en fond, est-ce qu'il y a des solutions pour pallier à cette particularité-là de notre territoire? Il y a plusieurs solutions, notamment la Corporation du transport adapté du Témiscamingue qui travaille fort, qui est porteur du transport adapté, mais aussi du baladeur et de tout ce qui est solution de transport qui pourrait être facilitante. On a déjà quantifié à la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue le fait qu'il y a un peu plus d'1 milliard par année qui est investi par Québec dans le transport collectif, intramunicipal, interurbain, interrégional. De cette somme-là, de ce milliard-là, d'un peu plus d'1 milliard, il n'y en a même pas 1% qui vient dans 7 régions du Québec. 0,67% pour accompagner 7 régions du Québec. La Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Outaouais, l'Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Chaudière-Appalaches. C'est incroyable qu'on soit aussi démunis. Alors, on a revendiqué pendant longtemps qu'il y ait un sommet sur le transport collectif interurbain, interrégional. Ça ne s'est toujours pas produit. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des municipalités qui qui font des propositions. Il y a des enjeux dans ces propositions-là. Il y a des enjeux de sécurité des usagers. Il y a des enjeux de responsabilité du monde municipal. Et il y a aussi des enjeux de
capacité d'agir légitimement, il y a des choses que le monde municipal ne peut pas faire, notamment se substituer à des actions qui sont portées par le secteur privé. Je donne un exemple. Il y a des municipalités qui ont mis de l'avant le fait de prêter ou de louer les véhicules que la municipalité a acquis pour ses activités. Les véhicules peuvent être loués à des tarifs qui sont comparables à ceux qu'offrirait le secteur privé. La municipalité ne peut pas prêter des véhicules. La municipalité ne peut pas acquérir un véhicule pour cette fin-là uniquement. Ça doit être un véhicule qui sert aux activités de la municipalité. Et ça doit être un véhicule qui est disponible en dehors des heures où la municipalité peut en avoir besoin. Alors, il y a des contraintes légales qu'on nomme, qu'on dit, écoutez, on pourrait poser des gestes, mais légalement, vous nous imposez des contraintes qui sont justement, qui ne nous permettent pas d'agir auprès de nos populations. Par contre, tout ce qu'on peut créer par le biais d'organismes sans but lucratif, alors l'importance du baladeur ici, l'importance de la Corporation du transport adapté, c'est majeur pour nous. C'est un OBNL autorisé qu'on a reconnu, à qui la MRC a délégué sa responsabilité de transport collectif. C'est un geste concret qu'on a fait qu'il y a plusieurs années, là. C'est au tournant des années 80 que ça a été fait, au tournant des années 90 plutôt. Ça a été fait et ça s'est poursuivi au fil des ans depuis ces années-là. Donc, c'est un geste concret qu'on fait de reconnaître l'importance d'un OBNL qui s'occupe de transport sur le territoire. Alors, comment on peut ajouter? Comment on peut accompagner? Comment on peut améliorer ces performances-là? Et là, on est en discussion, on est en réflexion sur comment on peut faire. Il y a une municipalité qui, j'essaie de me souvenir le nom, là, c'était une municipalité dans le centre du Québec qui offre ces véhicules. C'est 2,25 $ du 15 minutes pour réserver, louer un véhicule électrique. Et ils ont une camionnette qu'ils peuvent aussi offrir à des citoyens au coût de 5,85 $ le 15 minutes. C'est-à-dire presque 25 $ de l'heure pour la camionnette. Dans le contexte, si ça te permet de faire ce que tu as à faire rapidement, c'est une bonne idée, mais ça ne doit pas être fait à rabais pour nuire à une éventuelle entreprise privée. Alors, ce sont les obligations auxquelles on est soumis comme milieu municipal. Une municipalité a fait la proposition d'acquérir un véhicule spécifiquement pour le rendre disponible aux citoyens. Elle n'a pas le droit de le faire. OK? Si on crée un OBNL qui fait ces acquisitions-là, là, on a le droit de le faire. Mais l'OBNL doit s'autofinancer, l'OBNL doit... Alors, toute cette réflexion-là, elle est sur la table de travail actuellement. Par ailleurs, on ne peut pas ignorer que le transport interurbain et interrégional, offert notamment par Transport Maheu, oui, on doit contribuer à ce qu'ils deviennent plus efficaces, plus performants. Et là, on s'adresse vraiment au gouvernement du Québec. C'est vraiment une responsabilité qu'il a. Il investit 1 milliard par année. Comment se fait-il qu'on en reçoive si peu? Et on a donné le signal à l'ancien ministre des Transports et à la nouvelle ministre des Transports également. On a donné le signal que ce sont des sommes dérisoires quand on parle de milliards investis en transport collectif. Pour cette région, c'est quelque chose qui varie entre 15 et 20 millions de dollars pour faire que le transport interurbain soit vraiment efficace. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ça, je ne le sais pas, là. Mais 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. On va continuer de marteler le message. C'est clair. On va continuer de revendiquer. C'est très, très clair. On ne peut pas laisser passer ça. C'est clair. Peut-être un dossier qui est très important, médicament, celui du logement. On le sait, là. Est-ce qu'il y a des projets ou des initiatives qui pourraient être mises en place là, pour faciliter l'accès au logement plutôt pour les citoyens et pour la construction de nouveaux immeubles à logement sur le territoire? Et puis partout sur le territoire, pas seulement dans le secteur centre, là? On vient de voir, la question est appropriée, on vient de voir
à quel point c'est problématique d'intervenir comme milieu municipal dans certains contextes. Val-Alain, la municipalité de Val-Alain qui donnait des terrains pour que des citoyens puissent construire une nouvelle propriété, donnait le terrain. Elle a été rabrouée par la commission municipale. C'est ce que je dis, c'est pas... Le logement, c'est un enjeu, on s'adresse au monde municipal et c'est correct, mais en même temps, légalement, il y a des moyens qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Donner des terrains ou donner des avantages à un particulier. Par contre, quand on est face à un OBNL ou une coopérative d'habitation, ces possibilités-là deviennent plus grandes. Alors, on a un comité logement. Et le comité logement réfléchit à des manières d'agir. Justement, est-ce qu'on crée un OBNL d'habitation? Est-ce qu'on se donne une coopérative de services, logement et transport collectif au Témiscamingue? Ce sont des questions, il faut se donner les bons moyens. Je vais juste donner un exemple très concret. Une municipalité qui possède plusieurs municipalités ont acquis, par exemple, les anciennes écoles ou les anciennes églises ou les anciens bâtiments de la Caisse populaire. Les municipalités qui sont propriétaires peuvent difficilement transformer ces bâtiments-là en logements, mais l'OBNL que la municipalité constitue peut le faire. Alors, il faut vraiment pouvoir fonctionner, pouvoir le faire fonctionner. La municipalité en tant que telle ne peut pas le faire. Une coopérative ou un organisme sans but lucratif peut le faire. Donc, il faut regarder les moyens qui sont à notre disposition et agir en conséquence. Là, on réfléchit vraiment à une coopérative de logement et de transport collectif. Qui serait géré par la MRC, là, ou c'est vraiment un organisme? C'est une coopérative. Ouais, alors, la MRC peut avoir un siège, peut avoir une contribution à l'endroit d'une coopérative, parce qu'une coopérative ou un OBNL, ce sont des services collectifs. Alors qu'une intervention auprès d'un constructeur, d'un promoteur privé ou d'un propriétaire privé, ce que faisait Val-Alain, c'est un avantage à un individu et l'avantage est pécunier. Ce n'est pas un service collectif, c'est un service individuel. Alors, nous, on réfléchit vraiment à comment on collectivise notre capacité d'agir. La réflexion, elle est appropriée à ce moment-ci. Il faut vraiment être capable d'agir à l'intérieur des moyens qui sont les nôtres. Mais une coopérative de logement, il y en existe une à Amos. On peut avoir une coopérative qui fait la promotion de logements, qui accompagne des propriétaires, qui offre des services qui vont faciliter l'accessibilité au logement, la connaissance de où sont les logements disponibles et le référencement de personnes. On peut avoir une coopérative qui est vraiment une coopérative d'habitation, qui construit des logements, et cette coopérative-là qui construit des logements les loue selon les caractéristiques qu'elle aura définies comme coopérative. À Montréal, par exemple, la coopérative, il y a quelques coopératives, mais la principale coopérative loue, et le loyer, c'est 25 du revenu net du locataire. Il y a évidemment des critères qui permettent mais le loyer abordable devient disponible. La contrepartie dans une coopérative, c'est que les locataires participent à l'entretien. Ils vont nettoyer, vont faire l'entretien, par exemple, des espaces communs, vont faire le déblayage, pelleter, l'entretien de la cour et tout ça, la pelouse l'été, laver les fenêtres et tout ça. C'est pas un propriétaire qui est en charge d'eux. Ça devient un mouvement collectif. C'est pourquoi le monde municipal est autorisé à contribuer. Mais il faut vraiment analyser les possibilités qui sont à notre disposition si on veut pouvoir agir efficacement. On est dans un contexte où on ne peut pas jouer au cow-boy. Je vais le dire comme ça, oui. C'est bien dit, Claire. Peut-être aussi le pôle Excellence Tourisme Aventure Nature là, qui a fait notre fierté dans les dernières années, Claire. Oui. On a eu le premier raid d'aventure Témiscamingue qui a connu un vif succès. Écoute, est-ce qu'il est envisagé, je pense que tu nous en as parlé tantôt, que c'est de répéter l'expérience dès cette année ou dans les prochaines années, Claire? Dans les 3 prochaines années, on a des bonnes nouvelles à cet égard-là. Le raid d'aventure revient cette année en 2023. Le raid d'aventure, c'est une vitrine incroyable que le Témiscamingue s'offre sur le monde. Parce que les retombées du raid, c'est plus de 15 millions
équivalent promotion. Alors, c'est pas banal, c'est partout dans le monde pour promouvoir un des aspects les plus caractéristiques de notre territoire, le fait que la nature est d'une générosité incroyable ici et qu'on peut y pratiquer des activités intéressantes qui peuvent présenter des défis pour les participants, mais des activités intéressantes. Et le raid d'aventure, ça nous permet aussi de montrer le milieu de vie et les différentes propositions qu'offre le territoire en termes de milieu de vie. Le raid d'aventure revient cette année. C'est une belle collaboration qu'on a avec Endurance Aventure. C'est une belle vitrine, je le répéterai jamais assez. Et là, on le promène, le raid, sur l'ensemble du territoire. On était en Ville-Marie au Pémican il y a 2 ans. On sera dans le secteur Est cette année. On le fait en partenariat avec les Premières Nations. C'est vraiment une très, très belle opportunité pour nous. Et est-ce qu'on a déjà une petite idée de quand ça va avoir lieu, Claire? J'imagine ton plan, En septembre 2023, oui. Excellent. Donc, peut-être revenir un peu sur le budget 2023 qui a été adopté le 23 novembre dernier. Claire, comment on peut qualifier le budget 2023 de la MRC du Témiscamingue? Audacieux. C'est un budget audacieux, mais un budget très conséquent avec les lignes de conduite qu'on s'est données depuis 2017. C'est un budget audacieux parce qu'on augmente la contribution financière de près de un peu plus de 16 mais ce budget-là repose sur toutes les possibilités qu'on a saisies d'aller chercher des sommes d'argent qui nous aident à faire et améliorer la performance du Témiscamingue, à faire le travail qu'on a à faire. C'est aussi un budget qui fait en sorte, on est allé dans les sommes, les avoirs accumulés de la MRC pour 1 million de dollars pour éviter d'augmenter les quotes-parts des municipalités. On est dans une année où l'inflation a été importante. Là. On parle de 7,6 et tout le monde, la MRC, mais aussi toutes les municipalités ont vu leurs dépenses connaître une croissance qui était difficilement prévisible quand on a préparé les budgets 2022. On l'a vécu difficilement, mais pour éviter que la MRC ait une contribution à l'augmentation des taxes des citoyens, on a fait en sorte que les quotes-parts des municipalités restent au même niveau qu'elles étaient. C'est pas banal parce que le fait de ne pas augmenter la quote-part, ça nous a obligés à des exercices qui sont intéressants. Maintenant, on l'avait dit avec le pacte fiscal qui a été signé 2020-2024, il y a des sommes disponibles au niveau de la MRC et on a fait en sorte d'utiliser ces sommes-là au meilleur pour le plus grand bénéfice de toutes les municipalités, donc de tous les citoyens, pour le plus grand bénéfice de tout le monde, pour améliorer nos performances. Mais on parlait de logement tout à l'heure. On veut un agent qui va nous accompagner dans le suivi qu'on fait sur le logement. On sait que si on veut poser des gestes concrets et que le comité n'a pas de ressources qui va faire le suivi, l'action quotidienne et qui va nourrir le comité d'idées ou d'opportunités, ça va moins vite. Alors, on a un agent de développement sur la question du logement et du transport collectif qui va se joindre à nous. On est en recrutement. Ce sont des gestes concrets qu'on pose qui répondent à des impératifs qu'on connaît sur le territoire, puis pour lesquels les municipalités vont bénéficier du service. Notre budget, il est très intéressant. Il faut toujours se rappeler qu'on a augmenté le budget. On est toujours à 25 de ce budget-là sert strictement à traiter des matières résiduelles, nos poubelles. Et si on n'avait pas été chercher plusieurs enveloppes pour faire du développement, le budget des poubelles, il ne baisse pas. Notre budget total augmente, puis on est toujours à 25 donc le budget poubelle, il ne baisse pas. Faut vraiment... Cette année, c'est c'est un des grands pans de travail sur lequel notre directrice générale se penchera. Toute la question de revoir le fonctionnement de nos... Est-ce que c'est toujours approprié d'avoir une collecte à chaque semaine dans chaque municipalité? Est-ce qu'on peut agir autrement? L'incinérateur, le projet d'incinérateur, c'est majeur. La réduction des matières résiduelles à la source, comment on va intensifier ces actions-là? On se repose beaucoup sur le rapport du BAP sur les matières résiduelles qui a été rendu public l'année dernière, en 2022. Et dans ce rapport-là, il soulignait 3 choses. 1,
la réduction à la source, recycler, récupérer, etc., on ne le fait pas beaucoup. 2, on enfouit encore beaucoup trop. L'incinération est une autre solution qui est peu utilisée au Québec et qui devrait l'être beaucoup plus. Le rapport du BAP est très clair à cet égard-là et le commissaire, le président de la commission du BAP sur le sujet, M. Joseph Saïb, avait fait plusieurs entrevues où il disait réfléchir autrement, mais réfléchir l'incinération et réfléchir la génération d'énergie, est-ce qu'on peut la récupérer? Réfléchir autrement que de l'enfouissage, que l'enfouissement. Puis la troisième chose, c'est vraiment là, notre fonctionnement à nous. Donc, on est dans ces horizons-là cette année. Le budget le budget sur les matières résiduelles demeure élevé pour une MRC comme la nôtre. On est dans un contexte quasi insulaire. D'un côté, il y a le lac, d'un côté, il y a une zone tampon que j'appellerais entre Témiscamingue et North Bay. Puis de l'autre côté, il y a une autre zone tampon, No Man's Land, là, vers Rouyn-Noranda. On est dans un contexte un peu insulaire. Donc, comment on peut faire mieux les choses? S'inspirer de ce qui se passe ailleurs aussi, c'est pas inutile. On avait fait une mission en France pour se documenter sur l'incinérateur. Ça demeure très inspirant ce qui se fait là-bas. On est retourné en France cet automne avec une mission du Témiscamingue et on a eu l'occasion de voir à 2 endroits le fonctionnement des incinérateurs qu'ils ont là-bas. C'est performant. C'est surprenamment performant. Alors, on se prive peut-être de bons moyens ici quand on évite de regarder ça. On est sur cette lancée-là là, actuellement au niveau du Témiscamingue. Écoute, là, ça m'apporte une question comme ça. Je sais que le projet incinérateur, ça a été souvent sur la table de dessin. On a eu plusieurs projets qui étaient au Témiscamingue. On a plusieurs endroits qui avaient manifesté de l'intérêt il y a quelques années pour ça. Justement, est-ce qu'on dit on veut revenir à la charge là-dessus? On est déjà en discussion. C'est déjà un projet qui a beaucoup évolué dans la dernière année. On est déjà en discussion sur une entente de gré à gré. En fait, on serait MRC, projet pilote dans une MRC pour un projet de petit incinérateur. Alors, on saura, parce que le ministère des Affaires municipales est derrière nous là-dessus. On est aussi accompagné par le ministère de l'Environnement. Alors, on sera éventuellement prêt. Mais le travail se poursuit là-dessus. Ça reste un gros dossier sur la table à dessin et le travail se poursuit là-dessus. Oui, on avance bien là-dedans. Excellent. Oui. Je m'éclaire un peu, on s'en revient un peu au budget. Peut-être le décortiquer un peu, le résumé pour les téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il contient, le budget 2023 de la MRC, là, dans résumé là, sommairement? Là? Résumé sommairement, le budget, d'abord, c'est la grande responsabilité de la MRC, c'est l'aménagement du territoire. Donc, tout ce qui est schéma d'aménagement, correspondance des volontés des municipalités pour correspondre au schéma d'aménagement qui a été adopté, c'est un pan important de notre action au niveau de la MRC. On a aussi tout ce qui est développement économique. On accompagne de façon concrète notre bras économique, c'est la Société de développement du Témiscamingue. Alors, on l'accompagne, mais on a aussi un commissaire industriel, on a aussi des agents de développement locaux, on a aussi... Alors, tout ce qui est développement économique, ça fait partie de notre... Et tout ce qui est développement rural, ça fait partie des grandes enveloppes. Je dirais que dans ces 2 axes de développement-là, c'est près de 5 millions qu'on investit. Donc, on a déjà 7 millions d'investis. Matières résiduelles, gestion globale, c'est plus de 4 millions de dollars qui sont investis là-dedans. Le reste des sommes qui sont réparties vont toucher, par exemple, la gestion des baux de villégiature, parce que c'est une responsabilité qu'assume la MRC. Elles vont toucher, par exemple, tout ce qui est l'accompagnement des municipalités, le service d'évaluation municipale, qui est une responsabilité de la MRC au bénéfice des municipalités. Alors, ces différents services-là font la balance du budget. Mais les grands pans, je pense que c'est l'aménagement du territoire, le développement économique et le développement rural, et tout ce qui concerne les matières résiduelles, c'est plus de 11 millions d'un budget de 15 millions. Alors, on est dans l'accompagnement. Pour donner des titres, là, évidemment, gestion des cours d'eau, tout ce qui est soutien à notre
plan de développement de la zone agricole, ça fait partie de nos budgets. Tout ce qui est développement collectif et soutien des développements collectifs, on a une portion importante d'intervention au niveau des services incendies. Le schéma de couverture de risque relève de la MRC, donc on a aussi des interventions à cet égard-là. Il y a tous les services, les ententes intermunicipales, les ententes de services intermunicipales. La MRC contribue à quelques-unes de ces ententes-là. On a une somme qui est dédiée à ça. Voilà comment se divise notre budget. Oui. Et peut-être, justement, si on parle des matières résiduelles, on dit que c'est un gros dossier. Selon le budget, j'ai remarqué de 2022 à 2023, il y a une augmentation de 35 %. Est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation-là, Claire? Est-ce qu'il y a des façons d'expliquer cette augmentation-là? Il y a deux grands pans d'explication. Un, l'augmentation incroyable qu'ont connue les hydrocarbures. OK. Tous les frais d'essence, quand on est arrivé, le diesel est rendu très cher. Là, les camions ne fonctionnent pas à l'essence, mais au diesel. C'est une part importante. L'autre part importante, c'est les frais de traitement des matières résiduelles ultimes, ce qu'on envoie pour enfouir au LET à Rouyn-Noranda. Alors, les frais de transport et les frais d'enfouissement correspondent pas mal à l'augmentation qu'on a connue. C'est ahurissant de penser qu'on paye très cher pour enterrer des matières ultimes, résiduelles ultimes, et on reporte le problème dans le temps quand on enfouit des matières résiduelles. C'est d'où l'intérêt, le très grand intérêt qu'on a mis depuis 2016 à la MRC sur le dossier de l'incinérateur et de l'incinération des matières ultimes. Puis l'incinération des matières ultimes, ça veut dire aussi qu'on gère beaucoup mieux les matières résiduelles qu'on reçoit. Donc, on fait vraiment de l'information et de la formation au niveau des citoyens, de la sensibilisation, ce que vous mettez dans le bac noir, ce que vous mettez dans le bac bleu, ce que vous mettez dans le bac vert. On travaille aussi avec des municipalités qui amènent des idées nouvelles en matière de compostage. Intéressant pour non seulement diminuer les coûts, mais pouvoir être eux-mêmes utilisateurs du compost qu'ils produisent. Il y a un regard qu'on jette, là, une analyse qu'on fait. Ça fait depuis 2010 que la MRC a le mandat de s'occuper des matières résiduelles sur l'ensemble du territoire témiscamien. Bien, c'est un bon moment, ça fait 12 ans. C'est le temps de réfléchir, de revoir nos façons de faire, nos façons de travailler. Le moment est approprié pour ça. C'est bien dit, Claire. Peut-être justement un autre sujet, c'est qu'on sait que le gouvernement délègue de plus en plus de dossiers aux municipalités, sans toutefois toujours allouer le financement. Comment les municipalités du Témiscamingue arrivent à conjuguer avec cette réalité-là, Claire? Bien, on revendique la présence que j'ai au niveau du conseil d'administration et de l'exécutif de la Fédération québécoise des municipalités nous permet de documenter de façon très concrète. Moi, quand les municipalités exposent une situation, je peux ramener ça là où les discussions et les négociations se font avec le gouvernement. Ça, c'est déjà une belle antenne dont on dispose au Témiscamingue. Mais au-delà de ça, il y a aussi des services dont on bénéficie des revenus. Les baux. Les baux qui nous ont été transférés par le gouvernement, bien, on reçoit les sommes. Et des sommes reçues, on retournait la moitié au gouvernement. Nous, on assumait les dépenses, fait qu'il en restait quand même un peu. Maintenant, en mentionnant, avec la Fédération québécoise des municipalités, en mentionnant que c'est pas tout à fait équitable, le gouvernement ne fait rien puis il ramasse la moitié des sommes, c'est nous autres qui fait le travail, il y a eu une discussion, une négociation, et là, il y a un pourcentage des sommes reçues pour tout ce qui est baux de villégiature, abris sommaires et traitement de l'utilisation des territoires publics. Il y a une somme qui est définie, qui sert à l'administration, et du résiduel, la moitié vient à la MRC et la moitié retourne au gouvernement. Donc, on a déjà gagné sur cet aspect-là et ça donne des moyens propres à la MRC pour améliorer, notamment pour permettre de faire du développement, entre autres, améliorer l'accès au territoire pour plusieurs Témiscamiens et Témiscamiennes. Il y a une autre revendication de notre milieu municipal sur laquelle on travaille, c'est que quand on ouvre du territoire, c'est un tirage au sort public. Et les gens peuvent être de partout au Québec et même de l'Ontario. On en voit peu d'ailleurs, raison géographique, mais de partout au Québec ou de l'Ontario. Et là, les maires ont dit, est-ce qu'on peut trouver un mécanisme qui va favoriser la population locale? Alors, on est en train de réfléchir à la meilleure façon de mettre en place ce mécanisme-là.
Mais on a quelques moyens maintenant, puis ça nous permet de fonctionner. Et je reviens sur un point sur le budget. C'est important de mentionner les gens pensent souvent qu'on a une masse salariale faramineuse, incroyable, tout ça. Sur un budget de 15,8 millions, la masse salariale, c'est 2,6 millions. C'est même pas 20 du budget. Alors, puis pour un service à la population, là, soyons conscients que c'est un service à la population. Souvent, un service qui passe par la municipalité pour être un service à la population, mais c'est un service public. Alors, je pense qu'on est assez fiers de l'équipe qu'on a en place. C'est une belle équipe de 44 personnes et on est assez fiers aussi de la performance de cette équipe-là. C'est bien de souligner, il faut un travail colossal, Claire, je tiens à le souligner moi aussi de mon côté. Et tous les employés de la MRC font vraiment une différence pour le territoire témiscamien. Bien dit. Claire, aussi en terminant, sentez-vous justement une ouverture du gouvernement pour changer la fiscalité des municipalités? Est-ce qu'il y a une ouverture du côté du gouvernement là, pour vous donner un coup de main, pour vous aider? On est en négociation. Le pacte fiscal 2020-2024 va se terminer en mars 2025. Dans le contexte, on va commencer les discussions cette année là-dessus. On entend souvent parler du 1 du point de TPS, oui, c'est ça, 1 du point de TPS. Il faut savoir, puis là, c'est important de le savoir, ce 1 %-là, il va servir strictement les grandes villes, les lieux où il y a beaucoup, beaucoup de monde. OK? Nous, notre grand intérêt dans les régions, dans les communautés comme dans les territoires ruraux comme le nôtre, dans les MRC rurales comme le Témiscamingue, l'intérêt, c'est vraiment les redevances sur les ressources naturelles. Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Le gouvernement, revoir la fiscalité municipale de fond en comble, je ne sais pas s'ils sont prêts à ça. Les discussions sont toujours nébuleuses quand on aborde le sujet. Puis je suis très près de cette discussion-là parce que je participe avec la Fédération québécoise des municipalités à le faire. Mais par contre, le gouvernement veut donner plus de moyens au monde municipal. Puis à quelque part, j'ai parlé des enjeux qu'on rencontre, par exemple, avec le logement ou le transport collectif. On peut faire, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire comme ça. Les moyens qu'on pourrait revendiquer pourraient être financiers, mais ils pourraient aussi être les moyens d'agir, de l'autonomie, des moyens légaux, des facilités fonctionnelles légales. Alors, la discussion, la négociation avec le gouvernement, elle va un peu s'élargir, je pense. Elle ne va pas toucher seulement l'aspect financier, elle va aussi atteindre des... Puis je vais te dire pourquoi c'est important pour le monde rural ou les communautés de plus petite envergure. Une ville comme Montréal peut créer tous les OBNL, toutes les régies, toutes les sociétés qu'elle veut. Elle va avoir le monde pour le faire. Ici, au Témiscamingue, ça risque d'être beaucoup, tout le temps, les mêmes personnes qui vont rouler sur les mêmes instances. Ça finit par être difficile. Ça finit par être difficile en termes de conflit d'intérêts. Ça finit par être difficile en termes de fonctionnement. Ça finit par... Est-ce qu'on peut se donner des facilités fonctionnelles légalement? Et c'est un petit peu, ça va faire partie des blocs de revendications qu'on pourra soumettre. En terminant, peut-être un petit mot sur ton rôle là, pour la conférence des préfets. Quels seront les grands dossiers là, que vous allez travailler en 2023 là, du côté de la conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue? Du côté de la conférence des préfets, on a quand même ciblé nos priorités, là, clairement les soins de santé, clairement le transport collectif et le transport aérien qui est plus que déficient. Air Canada disait que 96 % de ses horaires sont respectés. Alors, on a dû faire le constat que 100 % des fois où il ne respecte pas ses horaires, c'est dans la région ici parce que le nombre de vols annulés de Air Canada ou même de Pascan maintenant, c'est devenu comme une marque de commerce. Dans la région ici, c'est Air décolle pas. Alors, dans la région ici, c'est malheureux, mais on est très mal desservi. Alors, dans le contexte, c'est des enjeux sur lesquels la conférence des préfets va travailler. La conférence des préfets a aussi des revendications très politiques sur, on parlait des soins de santé, sur une desserte appropriée en matière de tous les services gouvernementaux.
les soins de santé, c'est un aspect de l'ensemble des services gouvernementaux qui sont offerts. Avoir le personnel sur place dans la région, ça vaut de l'or. Et pas des personnes qui font que répondre au téléphone, quoique ça aussi, c'est important parce que ça dirige bien les gens, mais des personnes en mesure de décider, d'orienter des décisions gouvernementales, des personnes en mesure de bien comprendre le territoire et de bien traduire c'est quoi les enjeux qu'on a. Alors, services de santé, mais services gouvernementaux de façon appropriée, transport collectif, transport aérien, toute la question de la 117 qui est un enjeu majeur, développement minier et redevances, ça fait aussi partie des dossiers que traite la conférence des préfets. Ouais, je laisserais peut-être le mot de la fin, saluer les téléspectateurs de Télétémis et les citoyens de Témiscamingue. Un petit mot pour l'année 2023 et saluer les gens là, de ton côté, peut-être un petit mot pour les gens. Alors, en ce début d'année 2023, je pense que c'est important de se souhaiter une belle et bonne année en santé. On l'a vu, la pandémie a bousculé beaucoup nos fonctionnements. Si on reste en santé, si on fait attention à nous tous, sur tous les plans, on risque de passer une très belle année, même s'il y a des soubresauts à gauche et à droite sur l'inflation ou une éventuelle récession. Mais rester en santé, ça repose sur nos épaules en bonne partie. Alors, donnons-nous, ce souhait-là et peut-être cette petite obligation-là entre nous. Puis le deuxième souhait que je nous donne, que je nous souhaite, c'est vraiment d'être solidaire. La solidarité, elle a été largement bousculée au cours des dernières années. Les élections fédérales, municipales, québécoises ont fait émerger des fractures sociales qu'on ne veut pas assumer, qui sont nuisibles pour tout le monde. Alors, je nous souhaite, pour nous au Témiscamingue, une belle solidarité sociale. Je nous souhaite qu'on soit aussi solidaire avec notre région sœur, l'Abitibi, et les 4 MRC de cette région-là. On est ensemble dans un ensemble géographique qui est l'Abitibi-Témiscamingue, mais on est aussi ensemble dans nos réalités de territoire. Alors, je nous souhaite à tous de la santé et de la solidarité. Je pense qu'on va passer une très belle année 2023, tout le monde ensemble. Bonne fin de journée, tout le monde. Ça va dire qu'un énorme merci pour ce temps aujourd'hui. Je te souhaite aussi une très belle année. Continuez votre beau travail, la MRC. On est très fiers de vous. Merci, Claire. Merci beaucoup. Merci. TV-Témis s'est rendu dans la municipalité de Moffett au début janvier afin d'y rencontrer le maire Alexandre Binette. Alors que plusieurs projets se concrétisent dans la dynamique municipalité de l'Est témiscamien. Il sera entre autres question du démantèlement de l'historique pont du Grassy Narrow et de la réouverture prochaine du restaurant du village, un aspect essentiel à la vitalité de la municipalité de Moffett. Voici ce que ça donne. Donc, en compagnie d'Alexandre Binette, là, qui nous accueille aujourd'hui dans la municipalité de Moffett. Alexandre, merci de nous recevoir aujourd'hui à Moffett. Ça fait plaisir. Donc, on va parler dans un premier temps du démantèlement du Grassy Narrow, un sujet qui était poignant, on va dire, pour les habitants de Moffett. Dans les dernières semaines, là, la municipalité qui est allée de l'avant avec le démantèlement de l'historique pont du Grassy Narrow, qui a longtemps fait la fierté de Moffett, on le sait, et du Témiscamingue au complet par le fait même. Et tu nous expliquer, Alexandre, les raisons qui ont expliqué le conseil municipal à aller de l'avant dans ce dossier-là, dans le fond du démantèlement du pont du Grassy Narrow. Bien, écoutez, c'est un projet qui est quand même d'assez longue date, le projet de démantèlement. Là, depuis l'incendie qu'il y avait eu en 2015, en fait, on était en démarche avec le ministère des Transports pour assurer le démantèlement. C'est un projet qui a quand même pris un certain temps. Là, on pensait aller de l'avant peut-être plus en 2023, mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que début 2022, il y a une des travées du pont côté nord qui s'est brisée. Elle est tombée à l'eau, elle est partie à la dérive. Donc là, elle était à proximité, elle s'est échouée à proximité, mais on avait certaines craintes là, par rapport à la prochaine crue printanière, à savoir qu'est-ce qui allait se passer avec ça. Donc on a vraiment essayé de mettre le paquet là, pour négocier en tant que tel une entente avec le gouvernement là, pour démanteler ce pont-là. Parce qu'on rappelle que c'est vraiment la municipalité qui est maître d'œuvre, ou en tout cas donneur d'ouvrage dans ce projet-là. Puis on peut compter par contre sur l'appui financier et technique de la direction régionale là, du ministère des Transports. Fait que c'est vraiment le fait qu'il y a eu ce bris-là qu'on a essayé de vraiment concentrer les travaux. On a obtenu un décret ministériel pour couvrir l'entièreté des coûts de démantèlement. L'année passée, là, vers la fin de l'été, on a reçu le premier versement en fait, au mois d'octobre. Donc, après le mois d'octobre, début octobre, c'était vraiment la course pour essayer d'être en mesure de lancer un appel d'offres.
pour compléter les travaux avant l'hiver. Fait que ça a été un échéancier très compressé. Mais on est chanceux quand même. On a réussi à avoir 3 soumissionnaires, qui étaient des soumissions entre 1,6 et 2 millions de dollars pour le démantèlement. Donc, on a pu prendre le plus bas soumissionnaire conforme, puis qui lui aussi, de son côté, là, a vraiment compressé son échéancier pour être certain de pouvoir terminer les travaux là, avant Noël passé. Fait que les travaux, c'est ça, se sont échelonnés là, de la mobilisation le 19 novembre jusqu'au 8 décembre. Puis ce qui est exceptionnel, c'est que la journée après le 8 décembre, le lac a gelé. Il est en train de geler, donc ils ont sorti le dernier bateau, là, puis quelques heures après, là, le lac était gelé. Là. Donc, puis ce projet-là, c'était à la fois le démantèlement, on parle des travaux en rivière, mais il y a aussi toute la partie nord, en fait, tous les débris qu'il a fallu aller enfouir au lieu d'enfouissement technique à Rouyn-Noranda. Donc, nous, une autre partie du projet consistait là, à refaire environ 4 km de chemin forestier du côté nord pour aller rejoindre le plus proche chemin forestier, le carrossable, où est-ce qu'on était capable de sortir ces débris-là. Donc, ça aussi, ça a été une course au mois d'octobre là, pour arriver à avoir ce chemin-là de prêt pour le début des travaux. Puis, il a été prêt là, à peine quelques jours avant que les travaux puissent commencer. Là. Fait que ça a été... mais on est super contents parce que là, ça nous enlève beaucoup de pression. Beaucoup de pression au niveau du printemps qui va s'en venir. Puis on a quand même des travaux qui vont rester à faire. Ce n'est pas tout à fait complété, dans le sens que tous les travaux en rivière sont complétés, mais il y a l'aménagement des berges qu'on doit encore compléter. On a commencé à retirer tout le gravier là, du talus d'accès du côté sud, donc pour refaire un enrochement en bordure de rivière. Mais ces travaux-là, eux, ont été arrêtés à cause de la météo, mais c'est moins problématique. Là. On a accès par la terre, donc ça va bien. Puis il va rester aussi au printemps une inspection des berges. Là. On va aller quand même assez loin, faire le tour des berges pour s'assurer qu'il n'y aurait pas des morceaux de bois là, qui restent. Peut-être nous expliquer justement, nous résumer un peu les différentes étapes qui ont été effectuées dans le démantèlement du pont. En quoi consistaient en gros les travaux là, qui ont été effectués? Bien, en fait, ce qui est arrivé, la mobilisation qu'il y a eu, ça a été une série de transports qui sont arrivés là, avec des barges. Donc, c'est des barges sectionnelles qui ont été assemblées sur le lac avec une pelle mécanique. Sur la barge principale, il y avait aussi 2 barges de service qui faisaient l'aller-retour, en fait, entre le site d'évacuation des débris, de sortie des débris, et le chantier sur la rivière. Donc, il y avait deux capitaines là, de bateaux là, qui se relayaient, mais des gens qui sont exceptionnels, qui ont travaillé, entre autres, sur le chantier du pont Champlain. Fait que pour eux autres, c'était pas des gros courants, mettons. C'était de la petite bière, ces travaux-là. Mais, donc, c'est ça. Donc, vraiment, la façon que ça s'est passé, c'est qu'ils ont, avec les barges et la pelle mécanique, les morceaux ont été sortis. C'est un morceau à la fois sur la rive nord, ont été séparés, tout ce qui est métal, tout ce qui est bois. Puis on a amené ça, en fait, au lieu d'enfouissement technique là, à Rouyn-Noranda. Excellent. Et peut-être nous expliquer un peu ce que ce démantèlement-là a représenté pour la population de Moffett. On dit que ça a été longtemps la fierté de la municipalité de Moffett, ce pont-là. Quel sentiment tu as ressenti dans la population là, quand on a dit, bon, on le défait, puis justement, une fois que c'était fait, là, on dit, bon, c'est fini, le pont, il n'existe plus. Bien, je dirais que c'est certain que c'est quand même quelque chose de nostalgique parce qu'on sait que c'est à la fois le pont, plusieurs ont pu circuler dessus, ce pont-là. Moi, depuis que je suis arrivé à Moffett, j'en ai seulement vu les vestiges, mais qui étaient quand même grandioses, qui rappelaient toute cette histoire-là de la colonisation, puis cet espoir-là que les gens avaient de pouvoir rejoindre Rouyn-Noranda par justement ce chemin-là dans l'est du Témiscamingue. Donc, il y a un aspect nostalgique à ça, certain. On en a pleuré longtemps de ce pont-là. Puis en même temps, maintenant, je pense que c'était vraiment rendu le temps de le démanteler parce que les enjeux de sécurité, là, tout le monde était aussi au fait de ça. Là, on ne pouvait pas laisser, là, ces ruines-là, ces vestiges-là de pont à l'eau. On a été chanceux quand même. Les sites étaient quand même sécurisés au niveau maritime, mais avec le bris qu'il y a eu, là, ça commençait à poser plus de problématiques au niveau de la sécurité nautique. Fait que je pense qu'on était rendu là. Oui, on a eu on reconnaît tous l'aspect historique important de ça, puis on va essayer de valoriser cet aspect historique-là, la municipalité.
Mais en même temps, il faut comprendre que c'est vraiment nous le propriétaire. C'était nous le propriétaire, en fait, de ce pont-là. Donc, on avait tout ce risque-là aussi qui était lié à la sécurité. Il fallait qu'on fasse quelque chose là-dessus. Mais puis, on est chanceux aussi dans le projet d'avoir vraiment pu compter sur l'appui du ministère des Transports parce qu'on comprend que pour nous, un projet là, à 1,6 million de dollars comme ça, c'est le plus gros projet de l'histoire de la municipalité. C'est certain que c'est risqué d'embarquer dans un projet comme ça. Tout l'aspect légal, administratif, technique, on est content que les travaux en rivière, mettons, soient terminés. Là. Et Alexandre, dans les années passées, à un certain moment, on s'est questionné sur est-ce qu'on devrait construire un pont, peut-être pas identique, mais un modèle un peu similaire. On a eu des partenariats avec certains justement partenaires. Où est-ce qu'on en est dans cette réflexion-là là, de reconstruire un pont? Bien, où est-ce qu'on en est? Je dirais qu'on n'en est pas là en ce moment. Là, on était vraiment beaucoup plus axé sur l'aspect de démantèlement. Qui est terminé, ça fait à peu près un mois. C'est vrai que la municipalité s'est questionnée, entre autres avec des partenaires de l'époque, là, RIAM et Long Point First Nation, à savoir est-ce qu'on sera en mesure de reconstruire ce pont-là. Puis on se pose souvent des questions. Je pense que tout le monde, tous mes prédécesseurs à la mairie ont dû se poser également la question, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais nous, au moins, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait une démarche pour avoir une étude de préfaisabilité technique, avoir une idée des coûts, d'avoir un modèle, qu'est-ce qu'on pourrait construire. Fait que là, ben, on a au moins cette idée-là, mais c'est un projet... il faut comprendre que la seule option, je pense, pour qu'un pont puisse être là un jour dans le futur, ça serait qu'il y ait un projet de développement économique du côté nord qui justifierait la présence d'un pont. Je ne crois pas que pour seulement le tourisme, ça soit quelque chose de suffisant. Donc, c'est pas, je dirais que c'est pas un projet sur lequel on se presse là, en ce moment. On a beaucoup d'autres choses qui se passent à Moffett là, sur lesquelles on met notre énergie. Alexandre, on se trouve sur le site du futur gym multifonctionnel de Moffett. J'aimerais que tu expliques un peu d'où vient l'idée pour commencer de faire un gym multifonctionnel à Moffett. Où est-ce que vient l'idée? En fait, c'est vraiment une demande citoyenne. On a quelques nouveaux arrivants en tant que tels à Moffett, des jeunes aussi, dont un là, qui est venu au conseil municipal pour nous demander, en fait, d'avoir un gym. Tu sais, lui, il arrive, il était à Montréal avant, puis il est habitué de s'entraîner, puis là, il dit « Ouais, mais ici, c'est un petit peu loin quand même pour avoir un site comme ça pour s'entraîner. » Fait que là, ben, le conseil a regardé un petit peu qu'est-ce qui était possible de faire. Cette personne-là aussi, elle a trouvé de l'appui dans le public, monté une petite vidéo en tant que telle avec un paquet de gens qui demandaient un gym. Donc là, on a essayé d'organiser un petit peu, essayer de voir c'était quoi les besoins de la population. Puis ce qu'on veut faire, en fait, c'est vraiment comme un plateau multifonctionnel, comme avoir une surface multisport. Puis on fait ça dans l'ancien gymnase, en fait, de l'école primaire là, qui a fermé là, en 2009 ici à Moffett. On l'utilise en ce moment là, comme entreposage, là, mais là, on est en train de vouloir transformer cet usage-là pour lui redonner en tant que tel là, cet usage plus sportif. Là. Fait qu'on pense c'est ça, faire un plateau multifonctionnel où est-ce qu'on pourrait faire différents sports d'intérieur, aussi avoir des cours, mettons, yoga, zumba, des choses comme ça. Puis aussi, à un endroit, là, faire une surface en tant que telle, un espace, en fait, pour une salle d'entraînement. Fait que c'est ça. C'est quand même un assez gros projet sur lequel on travaille, là, mais ça devrait avancer quand même assez bien là, cet hiver. Et donc, qu'est-ce qui pourrait contenir ce gymnase-là, Alexandre? Bien, différentes choses. En tant que tel, une des demandes qu'on a eues de la population, c'est d'avoir un terrain de pickleball. C'est quelque chose qui est assez populaire. J'ai vu un petit peu c'était quoi. Je ne connaissais pas ça tant que ça, mais je vois un peu l'intérêt. C'est une espèce de mix entre le tennis et le ping-pong, là. Mais ça permet là, de peut-être s'initier en tant que tel à des sports comme ça, un petit peu moins intenses. En tout cas, ça a l'air très, très populaire avec certaines tranches d'âge de la population. Fait qu'il y a ça. Il y aurait sûrement hockey cosum, basketball qu'on voudrait faire. Puis, c'est ça, différents équipements là, d'entraînement, là, de musculation, etc., vélo stationnaire. Mais tu sais, l'idée, c'est pas d'avoir énormément d'équipements, mais vraiment d'avoir des bons équipements de qualité là, que les gens, là, ça les intéresse là, d'utiliser.
Et donc, on prévoit faire est-ce que c'est un projet qui est à court terme, à long terme? À quand est-ce qu'on prévoit une première ouverture, Alexandre? Ben, on n'a pas de date encore prévue, là, mais je dirais 2023, c'est l'objectif. On veut commencer là, déjà des travaux. On a commencé le processus là, de soumission là, pour certains travaux de construction là, dès cet hiver. Donc, ça va être beaucoup, je pense, au niveau des délais d'approvisionnement dans certains matériels spécialisés. Ça, c'est ça qui va probablement donner la date d'ouverture éventuelle, mais on vise à peu près 2023. Là. Et ça serait ouvert à la population entière et sous une forme de membership ou vraiment ouvert à tout le monde? Ça serait ouvert à tout le monde pour la population. L'idée, c'est, on n'a pas encore le modèle exact. Ça va probablement être un membership parce que ce qu'on veut aussi, c'est d'avoir des portes en fait, qui puissent s'ouvrir avec des cartes RFID. Là. Chacun aurait sa carte. Donc, avec un petit abonnement annuel, ça serait un accès possible là, jusqu'à 24 heures par jour ici dans le gymnase. Mais il reste que, dans tous les cas, ça serait très accessible. C'est pas le but, c'est pas de faire de l'argent avec ça, là. C'est vraiment d'offrir un service là, à la population, puis qui serait utilisé, je pense, surtout aussi pendant la période hivernale, là, où est-ce que c'est plus difficile des fois de faire du sport. Bien là, si on a des bons équipements, là, les gens, je pense, pourraient l'utiliser davantage. Fait que c'est un peu le modèle qu'on veut utiliser. Alexandre, on se donne rendez-vous pour l'ouverture officielle, on y sera. Parfait, merci. Merci, Alexandre. Alexandre, peut-être expliquer où est-ce qu'on se trouve en ce moment? Bien, on se trouve en ce moment dans la chaufferie, là, dans l'espace qu'on utilise là, pour stocker notre bois de poêle. Là. Et puis, expliquer justement la chaufferie, à quoi elle sert ici à Moffett? Qu'est-ce qu'elle va chauffer en fait? Bien, en ce moment, elle est organisée pour chauffer à la fois la caserne de pompiers et l'édifice municipal. Puis, depuis cette année, c'est ça, là, on utilise exclusivement le bois pour chauffer nos bâtiments. Donc, on a mis fin complètement là, à l'utilisation de l'huile. Même chose aussi là, pour le garage municipal qui était au propane. Là, on est rendu à l'électricité. Donc, on se dirige là, vers des modes de chauffage là, faibles en carbone. Là. Et je pense que ça va servir éventuellement pour une serre agricole communautaire. Un autre beau projet de la municipalité de Moffett. Peut-être nous parler un peu de ce projet-là, Alexandre, de ce projet de serre-là. Ouais, qui s'en vient au printemps? Oui, effectivement, là, la municipalité là, qui s'est donnée depuis à peu près 1 an, là, on est en train de développer un plan pour améliorer l'autonomie alimentaire dans la municipalité. On s'est rendu compte, en fait, de notre énorme dépendance qu'on a à tous les grands réseaux d'approvisionnement au niveau de la nourriture, au niveau énergétique. Nous, étant donné qu'on reste loin en plus là, des centres où est-ce que les épiceries et tout ça, ça nous coûte encore plus cher. Donc, on est en train de vouloir vraiment développer l'autonomie alimentaire, tant sur la production, la transformation avec la cuisine de transformation qu'on a aussi là, au village, éventuellement aussi la distribution. Donc, on travaille sur tous ces enjeux-là à la fois. La serre, elle, c'est un projet qu'on veut réaliser cette année. C'est une serre qui serait gérée par un comité citoyen, un peu à la méthode, mettons, on pourrait dire des jardins communautaires, mais ce ne sera pas chaque personne sa parcelle. Ça va être un comité ensemble qui va décider de c'est quoi la production qui va se faire dans la serre. Puis le modèle en tant que tel qu'on regarde en ce moment, ça va être une question de plus qu'on y participe, plus qu'on a le droit d'avoir des produits. Donc, c'est pas tant une paye monétaire, plutôt on se fait payer en nature ou en légumes. Mais c'est une manière d'aller chercher de la main-d'œuvre aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des nouveaux retraités ou des gens qui ont envie de participer socialement à quelque chose comme ça et qui, pour eux aussi, ont des coûts d'approvisionnement en nourriture qui sont élevés. Donc, à la fois, ça leur donne un moyen de travailler ensemble, en groupe, avoir des interactions sociales et en même temps de baisser leur facture d'épicerie en pouvant s'approvisionner dans les choses qu'on a faites localement. Donc, c'est une serre là aussi qu'on veut chauffer d'une manière aussi faible en carbone, donc avec la fournaise qu'on a vue, la fournaise au bois qui va fonctionner au bois, mais on aura aussi également une bouilloire électrique pour assurer une constance de la température parce que au niveau de la serre, je pense que c'est important là, de pouvoir faire ça. Donc c'est vraiment un peu le projet là, qu'on va mettre en branle. On a déjà reçu la serre. Okay. On a déjà commencé l'endroit où est-ce qu'on aménage l'endroit, en fait, pour faire un beau plateau pour installer la serre. Puis ce qui est ironique, c'est qu'on utilise, en fait, pour ce plateau-là, du gravier, du talus du pont Grassy Narrow. Donc, on est allé le chercher. Il fallait qu'on l'enlève dans l'aménagement des berges, mais on le réutilise en tant que tel sur le projet de serre. Donc, ça va pouvoir peut-être encore faire vivre un petit peu, peut-être être une histoire à raconter quand on va être dans la serre. Excellent.
Et puis là, on parle de combien de bénévoles qui seraient nécessaires pour faire fonctionner un beau projet comme celui-là, Alexandre? C'est difficile à savoir exactement. Là, on a fait une consultation publique au mois de septembre passé. Puis, il y a une trentaine de personnes qui sont venues. Pas juste des gens de Moffett. Il y avait des gens de la Force, des gens de la Tulipe, des gens de partout. Il y avait des gens du ML-Ouest même qui sont venus parce que c'est un sujet qui les intéressait beaucoup, l'autonomie alimentaire. Donc, là-dedans, il y a déjà des personnes là, qui ont donné leur nom. Comme quoi qui veulent faire partie de ce comité opérationnel-là. Puis on a la chance aussi de pouvoir travailler avec le Centre Frères Moffett au niveau du DEP en horticulture. Le professeur est venu ici avec ses étudiants, ont pu voir le site. Puis ils sont intéressés là, à nous aider à la fois pour le montage et l'organisation initiale de cette serre-là. Fait que c'est quand même un projet intéressant comme ça qui fait travailler beaucoup de gens ensemble. Est-ce qu'on a une petite idée de la superficie? Est-ce que ça va, on voit à grande échelle ou on va à petite échelle pour commencer? Comment on voit ça un peu de votre côté? Nous autres, on va toujours à grande échelle pour commencer. Fait que ça va être une serre 30 par 100. 30 par 100. Puis on le conçoit aussi, le système, pour que ce soit possible d'ajouter des serres par après. Donc, ça va être à proximité, évidemment, de la chaufferie. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est à proximité du village. Donc, beaucoup de gens vont pouvoir venir à pied dans le village. C'est à proximité de la cuisine de transformation. Donc, ça aussi, on essaie de réfléchir à ça quand on met les choses en place pour baisser le coût d'opération futur là, et essayer de maximiser aussi l'implication des citoyens. Donc, Alexandre, on se trouve au marché public de Moffett. Un autre dossier qui est très important pour la municipalité de Moffett, c'est celui du marché public, alors que après 3 ans d'opération, on a annoncé qu'il était en vente. Peut-être nous expliquer ce que ça représente pour la municipalité de Moffett d'avoir un marché public comme ça ici dans la municipalité? Oui, bien, ce qu'il faut comprendre vraiment, ce qui est à vendre, c'est l'entreprise qui opère le marché public. Le bâtiment, le marché public, c'est la propriété de la municipalité, mais on délègue en fait l'opération du marché public à une entreprise privée. Donc, c'est cette entreprise-là qui est à vendre. Donc, essentiellement, c'est le fonds de commerce, l'inventaire, ces choses-là qui sont à vendre. Après 3 ans maintenant, là, presque. Oui. Donc, tu sais, ce que ça représente, en fait, le marché public pour nous, bien, c'est effectivement le marché public avec les producteurs. L'été, on fait ça, des événements le vendredi. Et aussi la partie commerciale ici, qui est dépanneur, station-service. Donc, c'est vraiment une des choses clés, en fait, des services de proximité à Moffett. Là, on est très content d'avoir trouvé une manière, peut-être un petit peu innovante, de réouvrir un magasin comme ça. Parce qu'il avait été fermé, je pense, en 2017. Puis depuis ce temps-là, on cherchait une manière comment est-ce qu'on peut aider à avoir un service comme ça dans la municipalité. Donc c'est super important. Pour nous, tout ce qui est tourisme, en fait, villégiature, Moffett, c'est super important, cette partie-là. Les gens qui viennent ici veulent avoir des services, autant que la population, à proximité. Fait que c'est une manière pour nous d'un peu garantir qu'il va y avoir des services. Même si l'entreprise qui est ici, pour des raisons personnelles et familiales, parce qu'elle, bon, avec ses enfants et tout ça, ça ne fonctionnait plus, bien, on va trouver une autre personne qui va reprendre la place, puis ça va continuer à marcher en tant que tel. On ne perdra pas le service de proximité, puis il y a beaucoup moins de risques là, de fermeture comme ça. C'est important justement pour vous là, de pouvoir garder ça ouvert, de trouver un nouveau promoteur. Là, justement, on a fait quelque chose de bien, donc on veut garder ça ouvert absolument et trouver un nouveau promoteur. Ah oui, bien absolument. Là. Nous autres, on est là, on est dans la business du service de proximité. On en veut des services, on veut les récupérer, on veut les garder. Fait que c'est certain. Puis on pense qu'en tant que tel, la façon que ça marche, là, c'est relativement simple. Nous, si le promoteur qui est ici va opérer le marché public, on lui donne accès à l'espace commercial puis à la station-service gratuitement, chauffé, éclairé. Fait que, c'est une occasion d'affaires qui est très intéressante, là, dans le sens qu'il y a beaucoup moins de risques. Nous, ce qu'on fait essentiellement, on essaie de créer des carrés de sable où est-ce qu'il peut y avoir là, une activité d'entreprise privée fonctionnelle qui fait de l'argent. Puis c'est tant mieux. Nous, ce que ça nous donne, en fait, c'est les services de proximité, c'est la qualité de vie, c'est ça qu'on veut. Fait que c'est une entente qui est donnante-donnante. Là. Puis en même temps, je pense que on n'aura pas de difficulté à trouver quelqu'un. Il y a déjà plusieurs personnes intéressées. C'est vrai que c'est important, comme tu dis, c'est aussi un lieu de rassemblement, justement. Et puis, je veux dire, les gens aussi. Peut-être nous expliquer un peu, Alexandre, quel service on peut retrouver ici, les gens qui seraient peut-être jamais venus, là, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme service? Bien, comme je disais, l'été surtout, on a beaucoup plus de produits des producteurs locaux. On en a encore quelques-uns, évidemment, qu'on peut voir l'hiver. L'été, ça roule beaucoup plus l'aspect marché public. Puis l'hiver, sinon, ce qu'on va trouver, c'est vraiment un dépanneur. Donc, tout ce qu'on voit avec le dépanneur et station-service. Excellent.
Et peut-être justement, Alexandre, nous expliquer là, qu'est-ce que tu pourrais dire à un éventuel promoteur là, qui songe à acheter, là, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour le convaincre justement d'aller de l'avant avec l'achat du marché public? Ben écoutez, moi, comme je disais tantôt, je pense que c'est une occasion d'affaires très intéressante du fait que le niveau de risque associé est quand même très limité. On prend une bonne part du risque, la municipalité, au niveau des frais de fonctionnement, au niveau de l'entretien du bâtiment. Puis je pense que la personne, avec entre autres l'accès aussi à la cuisine commerciale, a des possibilités de développer toutes sortes de produits, toutes sortes de choses aussi. Qui contribuent là, à la qualité de vie de la population. Donc, c'est un rôle super intéressant, moi, je trouve, de pouvoir aider comme ça à la vitalité d'un village. Déjà, Alexandre, on sent beaucoup d'engouement sur Facebook. Déjà plus de 350 partages de la publication qui annonçait la vente du marché. Est-ce que vous sentez justement l'engouement sur le terrain? Est-ce que vous sentez que les gens ils sont intéressés, que vous avez des demandes, des gens qui vous posent des questions de ce côté-là? Ah, il y en a déjà plusieurs là, qui ont fait part de leur intérêt, qui ont posé des questions à l'opératrice, qui ont posé des questions à la municipalité aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est un dossier qui va se clore quand même assez rapidement là, si tout va pour le mieux. Donc, Alexandre, on se trouve devant une borne de recharge pour les véhicules électriques parce qu'on a un beau projet innovateur du côté de Moffett. Peut-être nous expliquer ce projet-là, Alexandre? On travaille en ce moment, le conseil, à un concept en fait de voiture électrique en autopartage. Pour un peu répondre à un besoin de mobilité. On sait qu'ici, justement, on est souvent sur la route en tant que tel. La Moffett, là, on est à 60 km de Ville-Marie, de où est-ce qu'il y a les services. Puis souvent, faire un aller-retour là-bas, ça peut coûter quand même assez cher là, quand tu as un pick-up, puis au prix de l'essence qui est rendu. Tout le monde est obligé d'avoir une voiture ou deux voitures même pour se déplacer. Fait qu'on essaie de voir si, avec une voiture électrique comme ça, qui serait propriété de la municipalité, puis qu'avec la plateforme qui s'appelle Sauver, là, qui est comme, il y a beaucoup de municipalités qui utilisent ça au Québec, au Nouveau-Brunswick. C'est un module qui est installé en fait dans une voiture où est-ce qu'avec une carte d'accès, tu réserves la voiture, tu débarres la voiture avec ta carte, puis tu peux partir avec, puis tu payes à la minute, mettons. Puis on parle de peut-être comme 8 sous la minute. Fait que tu sais, faire un aller-retour à Ville-Marie, ça peut coûter moins cher. Ça peut peut-être permettre à certaines personnes de ne pas s'acheter une deuxième voiture. C'est quelque chose qu'on essaye de faire. En ce moment, on n'a pas encore amassé l'ensemble du financement. On a réservé une voiture, puis on essaye d'avoir le financement avant que ça soit notre place dans la liste de réservation, là. Donc, on continue à travailler à ça. Comment ça fonctionne, les gens? Il y a un site Internet, on réserve, on appelle, ou comment ça pourrait fonctionner pour les gens qui seraient intéressés là, éventuellement? Bien, la façon que ça fonctionne, cette plateforme-là, c'est qu'effectivement, sur un site Internet, on va se créer un compte. Ça peut être quelqu'un d'ici de la municipalité qui gère, en fait, la distribution des cartes d'accès. Puis, une fois qu'on a notre numéro de compte, notre carte d'accès ou notre téléphone intelligent aussi, les deux fonctionnent, on réserve une plage horaire, puis on vient chercher la voiture. Elle se débarre avec la carte ou avec le téléphone, puis on part avec, puis c'est débité directement dans notre compte bancaire. Donc, 8 sous la minute. Quand on crée notre compte, au début, on associe notre compte bancaire, puis après ça, bien, ça devient aussi simple que d'arriver, de prendre la voiture, puis de la ramener quand on a terminé, là. Donc, c'est vraiment facilitant. Une fois que le compte est créé, c'est vraiment facilitant pour les gens qui veulent l'utiliser. C'est vraiment très simple, là. Oui, puis quand on regarde un peu, c'est qu'est-ce qui s'en vient en termes de mobilité dans le futur, là. On parle beaucoup, oui, de voitures électriques, mais je pense que, au niveau environnemental, la solution, c'est pas que tout le monde change leur voiture à essence pour une voiture électrique. C'est plutôt que les gens aient de moins en moins de voitures qui leur appartiennent, puis partager des voitures. Parce qu'une voiture, 95% du temps, si c'est pas plus, ça fait rien. Elle est là, elle est stationnée, puis elle attend qu'on la reprenne. Donc, essayer d'avoir une petite flotte comme ça en commun, je pense que ça pourrait avoir un intérêt, puis peut-être permettre à certaines personnes de pouvoir fonctionner dans un foyer là, avec peut-être une voiture de moins, parce qu'on n'en a pas tout le temps besoin en tant que tel. Là, si on passe à un autre sujet, Alexandre, un bel événement qui s'en vient cet hiver là, du côté de Moffett. On parle d'un tournoi de hockey 3 contre 3 avec d'autres activités qui seraient en parallèle à ça. Peut-être nous parler de cet événement-là à venir, Alexandre? Oui, bien, c'est une tradition qu'on essaye de mettre en place là, au niveau des événements culturels. On sait, là, au niveau de l'automne, de l'été, l'automne, on a le Festival des arts du Témiscamingue qu'on a fait. L'hiver, on cherche aussi à avoir une activité rassembleuse. On l'a fait déjà une première édition il y a quelques années. Là, on a dû arrêter un petit peu pour la durée de la pandémie. Mais tournoi 3 contre 3 à notre patinoire,
c'est quelque chose qui va s'échelonner sur 2 ou 3 jours, là, parce qu'on avait déjà, là, je pense, ce qu'on a dû annuler l'année passée. On avait 14 équipes d'inscrites. Donc, les gens pourront s'inscrire. Puis, on va aussi faire un spectacle de musique probablement en même temps, là. OK. Fait que c'est comme un événement à la fois festif au niveau hockey, puis aussi peut-être culturel, où est-ce qu'on pourrait voir des artistes locaux là, faire leur performance, là. Donc, tournoi plutôt amical que compétitif, j'imagine. Absolument, absolument. Donc, Alexandre, on se trouve devant le resto-bar qui est anciennement l'Étoile de l'Est, qui va peut-être appeler à changer de nom, puisqu'on a annoncé dernièrement qu'il s'était vendu. Un nouveau promoteur qui va s'installer. Je pense que c'est une excellente nouvelle également pour Moffett. Ah, c'est une excellente nouvelle. On s'ennuie de notre restaurant, d'avoir accès comme ça à ce type de service-là. Là. On y a été habitué et très bien pendant toutes ces années. Donc là, on a vraiment hâte que ça puisse rouvrir, là. On sait que la transaction s'en vient, là. C'est vendu, ça devrait se signer incessamment, là. Puis on parle d'une ouverture, là, je pense, fin février, quelque chose comme ça, là. Peut-être début mars, là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre exactement, là, mais ça devrait se faire cet hiver, là. Fait qu'on est super contents. Et on connaît déjà le futur promoteur. Oui, effectivement. Samuel Parent-Baillargeon, qui est aussi la compagnie Sam sur le pouce. Oui. C'est un traiteur, un jeune originaire de Moffett qui a étudié à Montréal à l'ITHQ. Tu sais, on peut-tu avoir une meilleure histoire que ça? Tu sais, qui revient en région, qui reprend le restaurant ici qui était à vendre, qui a envie de s'impliquer dans sa communauté, sa nouvelle et aussi son ancienne communauté. Donc, c'est vraiment le fun pour nous autres. Puis, tu sais, ce restaurant-là, c'est vraiment un point de rassemblement. On sait qu'il n'y en a plus de restaurants ouverts à l'année dans l'est du Témiscamingue. En tout cas, lui, c'était le dernier. Fait que c'est pour ça qu'on a mis vraiment l'effort aussi, la municipalité, pour aider le plus possible là, cette reprise du restaurant-là. On offre un montant là, de 12 000 là, échelonné sur 18 mois. Pour aider, en fait, au niveau des frais d'opération quand une entreprise comme ça débute. On pense que pour nous, ça ne représente pas grand-chose. C'est rien quand on regarde par rapport à ne pas avoir de restaurant. On aime bien mieux être capable d'aider puis d'avoir quelque chose là, que de se retrouver avec rien, là. Puis on sait aussi que, tu sais, le restaurant, là, on voit le sentier de motoneige qui arrive ici. Tu sais, donc, ça fait vraiment un produit, si je peux dire, d'appel pour les Témiscamiens là, qui viennent faire une sortie d'une journée. Mettons, on peut venir ici à Moffett au restaurant quand ça va être réouvert. On a la station-service aussi où est-ce qu'on peut, on peut mettre de l'essence. Donc, tu sais, ça en fait, ça aide vraiment beaucoup à l'attractivité là, de la municipalité d'avoir ces services-là. Justement, on le disait, c'est aussi un point d'assemblement. Les gens, on peut venir prendre son petit café, venir socialiser, justement, se voir sortir de la maison et puis avoir un endroit, justement, comme celui-là. Un bel endroit comme ça pour se rassembler. Ouais, effectivement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont seuls aussi, des nouveaux arrivants qui arrivent. Puis quand on a un restaurant, bien, c'est vraiment un des endroits où est-ce que naturellement on a tendance à vouloir se rassembler, apprendre à connaître d'autres personnes. Tu sais, puis on sait qu'il va y avoir il devrait y avoir des développements aussi là, tu sais, par rapport à peut-être une terrasse à l'arrière avec une vue sur le coucher de soleil. Je sais que c'est quelque chose qui avait été discuté. On est juste à proximité aussi du pavillon des 15, du sentier pédestre, là, la boucle d'environ 1 kilomètre éclairée. Donc, tu sais, on essaie vraiment de voir ça comme un tout qui serait le plus attractif possible, là. Donc, Alexandre, on a eu beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui du côté de Moffett. On voit que c'est une municipalité très dynamique. Donc, Alexandre, merci beaucoup d'avoir accueilli aujourd'hui à Moffett. Ça fait plaisir. Merci, Alexandre. Chantier Chibougamau conclut une entente avec Produits forestiers Green First afin de faire l'acquisition de l'ensemble des activités québécoises de cette entreprise, soit les scieries de La Sarre et de Béarn. Autrefois détenues par Tembec, puis par Ryanair à compter de 2017, ces deux usines font partie du patrimoine forestier québécois et étaient depuis 2021 la propriété de Produits forestiers Green First. Des quelques 320 hommes et femmes qui travaillent au Québec au sein de l'équipe de Produits forestiers Green First feront donc désormais partie de la famille de Chantier Chibougamau après la clôture de la transaction. Après cette transaction, le cœur de l'organisation à partir de Chibougamau pourra compter sur plus de planches de bois d'œuvre de qualité pour les bois d'ingénierie. La production de pâtes Craft à l'usine Nordique Craft de Lebel-sur-Quévillon bénéficiera d'une plus grande stabilité de ses approvisionnements en copeaux à long terme, alors que l'équipe de scieries Landrienne et celle des deux usines d'Abitibi-Témiscamingue
profiteront de l'addition de talents et des compétences de tous. D'autre part, les opérations forestières liées aux usines de Béarn et La Sarre reposent sur un engagement de longue haleine en faveur de la certification du Forest Stewardship Council, comme c'est le cas de Chantier Chibougamau. Selon Frédéric Véraud, directeur exécutif de Chantier Chibougamau, cette transaction est cohérente avec nos quelques 60 ans d'existence, guidée par l'augmentation de notre autonomie dans toutes nos activités. On ne cherche pas à additionner pour la seule croissance, mais bien à rendre chacun des maillons de la chaîne que nous composons plus solide. Nous procédons aussi à cette transaction parce que nous croyons fermement en la pertinence et l'avenir de la coupe et de la transformation des arbres au Québec à long terme, pour répondre aux besoins de la lutte au changement climatique par le biais de nos produits. Certes, nous achetons des usines et des équipements, mais nous choisissons d'abord et avant tout le talent et l'éthique de travail des hommes et des femmes qui donnent vie à ces usines de Béarn et La Sarre. Nous avons hâte d'apprendre à les connaître et de les accueillir dans notre équipe définie par la proximité, le gros bon sens, la sobriété et l'efficacité, conclut Frédéric Véraud, directeur exécutif développement et corporatif. La transaction est soumise à l'approbation du Bureau de la concurrence du Canada et on prévoit qu'elle sera finalisée au cours du premier trimestre de 2023. Après la clôture de la transaction, Chantier Chibougamau comptera 1500 emplois. Sport, au hockey junior, nos deux équipes du Témiscamingue évoluant dans la GMHL étaient en action la fin de semaine dernière, alors que les Titans de Témiscamingue accueillaient tour à tour au centre les Rattlers de Bradford vendredi et les Knights de Meaford samedi. Lors de ces deux rencontres, les hommes de l'entraîneur-chef Sébastien Lacroix ont subi une défaite de 3-1 contre Bradford avant de l'emporter le lendemain. Une victoire de 4-3 contre Meaford. Du côté des Pirates de Ville-Marie, scénario similaire, alors que l'équipe a subi un revers de 6-2 contre les puissants Rattlers de Bradford samedi soir à l'Arena Frère Arthur Bergeron. Puis, dimanche après-midi, toujours à domicile, les Pirates ont récolté une convaincante victoire de 7-1 contre les Knights de Meaford. Je vous invite à être des nôtres ce mercredi 18h pour votre télé-bingo à l'antenne de TV Témis. C'était Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Je vous invite à communiquer avec moi pour toute information d'intérêt public ou pour nous partager vos événements à venir. Par téléphone au 819-723-2814 ou par courriel à l'adresse journaliste@témis.tv. Merci de votre attention et bonne semaine à l'écoute de TV Témis. Au plaisir.